Pas de travail, pas de logement. Tout ce que je peux avoir besoin en dehors de... Toute une vie qui tient dans 2 gros sacs. Suzy est sur le point de décrocher. Ça vous angoisse un peu, ça, d'être SDF à un moment Non, en fait c'est ça qui me tue, c'est que les gens, ils voient que je suis au bord d'être SDF, mais moi, j'arrive pas à percuter parce que justement, ça me paraît tellement improbable que j'en sois là, quoi. Bonsoir, cette jeune femme qu'on vient d'entendre, elle vit à Chambéry, elle est précaire, elle ne trouve pas de boulot malgré ses diplômes et elle a peur aujourd'hui de basculer dans la misère. Ce soir, complément d'enquête se penche sur notre jeunesse, ceux qui rament, ceux qui manifestent, mais aussi ceux qui prennent le pouvoir, comme en Espagne. Regardez ces visages derrière moi, ils ont entre 20 et 30 ans, ce sont les jeunes députés de Podemos et ils secouent le cocotier très fort. On ira aussi tout à l'heure dans la Drôme rencontrer des jeunes citadins qui ont quitté les villes et qui prennent leur destin en main à la campagne. Une jeunesse oubliée, c'est le thème de ce 335e numéro de Complément d'enquête. Et pour en parler, nous sommes venus ici, place de la République à Paris. C'est le lieu de départ des manifestations ce jeudi contre la loi travail. La semaine dernière, la mobilisation avait fait reculer le gouvernement. On évoquera ce combat avec Caroline Dehaas, qui est à l'origine de la pétition Loi Travail Non Merci, qui a déjà recueilli plus d'1 million de signatures. Mais tout de suite, plongé dans l'univers d'une génération précaire. C'est dans la région Rhône-Alpes que nous sommes allés voir ces jeunes qui n'arrivent pas à entrer sur le marché du travail. Pas de boulot, pas de logement. Ils redoutent même parfois de finir SDF. Et c'est bien cette peur de l'avenir qui pousse aujourd'hui une partie de la jeunesse dans la rue. Jeunes, nos futurs, c'est un reportage de Rola Tarsissi, Benjamin Poulain et Vincent Buchy. Deux fois par semaine, à la mission locale de Chambéry, c'est la braderie de l'emploi. J'ai eu un contact hier avec une entreprise de Chambéry qui est dans le secteur du bâtiment travaux publics, qui m'a fait part d'une recherche en fait de 2 personnes. Et c'est pour travailler sur des postes en maçonnerie. Là, ça peut m'intéresser. Les conseillers font l'article des rares offres d'emploi qu'ils ont dénichées dans la région. Dans la salle, des jeunes au chômage, ils ont entre 18 et 25 ans. Alors, on passe à une offre en électricien. Donc c'est une intérim mais une longue mission. Et c'est 10,09 € de l'heure, les tickets resto et des primes. Donc plein d'avantages pour cette offre. Donc on va vous positionner rapidement. Tous semblent découragés. Sur la table, à peine 9 propositions d'emploi. On passe à la suivante. Personne ne se bouscule pour ces contrats courts de serveur ou de maçon. Le violet. Domaine administratif. Il y a l'entreprise 7. C'est une entreprise de transport qui est basée à Pontcharrat. Est-ce que quelqu'un recherche ce type de poste dans l'administratif? Un poste de secrétaire à 20 minutes de train. Est-ce que c'est un poste qui pourrait vous correspondre, Suzy? Oui, je pourrais le faire. Suzy accepte de postuler, presque à contre-cœur. Et pourquoi est-ce que vous êtes intéressée par cette offre? Parce que j'ai besoin de travail et que dans ma branche, en fait, il n'y a pas beaucoup d'offres en général. Vous êtes diplômée dans quoi? Dans le web multimédia. J'ai fait un DUT MMI et je suis censée trouver beaucoup de travail avec ça, mais au final, il n'y a pas énormément d'offres et ils demandent beaucoup d'expérience. Donc, voilà. À l'âge où l'on se sent invincible, la jeune femme, comme ses camarades, semble déjà résignée. En 26 ans de carrière, et le stage, vous l'aviez fait avec... Claude Le Goff a vu défiler des milliers de jeunes en galère. Mais cette nouvelle génération de décrocheurs l'inquiète plus que tout. Elle n'y croit plus. De toute façon, c'est difficile. Tiens, moi, je ne vais pas vous cacher que je vais pas vous dire c'est facile, bien évidemment. Moi, je me rappelle à leur âge, je commençais un boulot le matin. Si ça ne me plaisait pas, à 14 h, j'avais un autre boulot. Voilà, c'était le boulot, finalement, il y en avait partout. Voilà. Du coup, il faut vraiment que vous y croyez. C'est plus à vous d'y croire aussi. Ce que je veux dire, c'est que la petite différence, c'est qu'on n'a plus la pêche, on a juste la hargne. En fait. Oui, la hargne de trouver un travail. S'il n'y avait pas de la colère, ce serait surtout de la haine. Pourquoi? Parce que moi je trouve qu'il y a des patrons, ils s'en mettent plein les fouilles et ils laissent pas la place aux jeunes.
Le candidat Hollande l'avait pourtant promis. L'emploi chez les jeunes devait être sa priorité. C'est pour la jeunesse de notre pays que je veux présider la France. Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. 4 ans plus tard, un jeune sur 4 est au chômage et ils sont des dizaines de milliers dans la rue. C'est un mouvement de ras-le-bol. En fait, on nous avait promis une priorité jeunesse. Cette priorité, depuis le début du quinquennat, elle est toujours pas là en fait. Les moins de 30 ans se sentent abandonnés. Sur les réseaux sociaux, un mouvement est né. On vaut mieux que ça. Depuis quelques jours, la France découvre le visage de ces chômeurs, ces jeunes précaires, ces travailleurs malheureux. En gros, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis au chômage. Ça fait beaucoup de missions d'intérim allant de une journée, une après-midi. Et la maximum que j'ai eue, c'est 1 mois. On vient m'annoncer et me dire que finalement, mes heures supplémentaires, on ne pourra plus me les payer. Je passe de 1008 à 1004 et ta charge de travail reste la même. Raconte-nous ce moment où on s'est mis à te parler comme à un gosse. Quand ta recherche d'emploi elle est devenue humiliante, ou que tu t'es rendu compte que ton CV, en fait, il te servait à rien, par exemple. Salaud. Un monde du travail impitoyable, dont les portes sont fermées pour une partie de la jeunesse. Ils s'appellent Jessica, Kevin ou Suzy. Ils ont entre 20 et 25 ans, ne sont plus à l'école, mais n'ont jamais vraiment travaillé. Portrait de ceux à qui la France ne donne même pas leur première chance. Jessica a 22 ans et un seul rêve, devenir coiffeuse. Problème, elle s'est découvert cette vocation sur le tard. Après avoir enchaîné pendant des années des petits boulots comme femme de ménage ou babysitter, elle ratisse depuis 3 mois les salons de coiffure de Chambéry. Bonjour. Elle espère décrocher une place d'apprentie. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je recherche un apprentissage en coiffure. Bah écoutez, je vais vous faire attendre 2 petites secondes, Mais bien le sûr, temps que je finisse avec la dame, et puis je suis à vous. Je suis à vous. Pour la première fois de sa vie, elle veut apprendre un travail. Le 15, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour Madame Michel. Bonjour Mademoiselle. Vous allez bien? Chouchouter les cheveux des clientes et recueillir leurs confidences, Jessica s'y voit déjà. Allez vous installer, vous inquiétez pas. Alors dites-moi, comment vous avez déjà fait de la coiffure ou pas? Oui, du coup, j'ai fait un stage donc chez Senso D'accord. Coiffure pendant 3 semaines qui s'est d'ailleurs très bien passé. D'accord. Donc ils m'ont appris. Donc au début, j'étais au balayage et au petit café. D'accord. Ensuite, Normal. je les ai aidés. Voilà, tout à fait. Bah écoutez, Je laisse mon CV. Ouais, je vais récupérer votre CV. Sauf qu'on m'a souvent dit que j'étais trop âgée, donc. Oui. Alors je ça c'est continue vrai, de c'est chercher. vrai que c'est un petit peu, ça fait un petit peu ça. barrage, faut reconnaître, Oui, parce que c'est sûr. voilà, il faut quand même avoir un certain chiffre d'affaires pour pouvoir. Les employeurs bénéficient de réductions d'impôts s'ils emploient des apprentis de moins de 18 ans. Jessica a déjà déposé une 50aine de CV, mais le verdict est violent. Merci à vous. À 22 ans, elle est déjà trop vieille pour la coiffure. Au revoir, merci. Au revoir. Quand elle a le blues, c'est son amie Clémence, étudiante, qui lui remonte le moral. Ils m'ont tous envoyé balader. C'est vrai? Ouais. Ils m'ont tous envoyé balader en me disant que j'étais trop vieille. Ouais. Ils préfèrent prendre les jeunes financièrement parce que ça revient moins cher. Bah ouais, mais t'es quoi? T'es pas jeune, toi? Les 2 copines se serrent les coudes. Elles ont une obsession, faire enfin leur premier pas dans la vie active. Elles ne parlent que de ça. Je lui demande où est-ce que ça en est, si elle trouve, si elle a des chemins, mais c'est toujours presque toujours la même réponse en fait. Ouais, parce qu'en plus ils prennent plus la peine de répondre, même négatif, donc. Ouais, ils demandent de l'expérience. Quand on est jeune, on n'en a pas forcément. Quand on est vieux, on est trop vieux. Ouais, c'est pas évident. C'est un peu l'ambiance est un peu morose, quoi. Je trouve les gens sont un peu abattus. J'ai l'impression. La vie de Kevin non plus n'a pas encore franchement démarré. Il a 25 ans, a quitté l'école après le collège. Depuis,
Il rame pour trouver le moindre job. Il survit grâce à la toute nouvelle garantie jeune. 460 € versés par l'État. Kevin est à 2 doigts de retourner vivre chez ses parents. Pour l'instant, il est hébergé gracieusement dans ce petit 3 pièces où vivent 4 de ses amis. Ça va, ça va. Hein. Mais fin mars, ils devront tous quitter cet HLM. Alors je vais vous faire visiter si vous voulez. La salle de bain. Bon là, j'ose pas trop ouvrir parce que c'est un peu le boxon. Voilà. Et la chambre de mon colocataire et sa compagne qui est juste ici. Kevin n'a jamais eu les moyens d'avoir son propre appartement. Oui, bonjour madame. J'ai vu votre appartement en location sur le Bon Coin. Mais aujourd'hui, il n'a plus le choix. Cet appartement. Voilà des semaines qu'il écume les petites annonces pour se trouver un toit. D'accord. Mais dès qu'il se présente, ça coince. Alors moi, je vais vous expliquer un peu ma situation. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'emploi stable. Je suis dans un dispositif qu'on appelle la garantie jeune. C'est un dispositif de l'État pour aider les jeunes à chercher du boulot. Et il y a une location de 461 € qui tombe par mois. Vous préférez un garant ou c'est possible sans garant? Oui, ce serait mieux d'avoir un garant, c'est sûr. D'accord. Kevin compte sur les aides au logement pour payer son loyer. Mais aucun propriétaire ne lui fait confiance. D'accord, ok. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Boum. Le jeune homme ne travaille en moyenne que 2 petits mois par an. Madame, monsieur, actuellement à la recherche d'un stage pour découvrir le métier de vendeur commercial dans l'automobile. Alors pour retrouver une activité, il est même prêt à faire un stage, n'importe où. Je souhaite me reconvertir dans le métier. Mais sans diplôme, sans formation, le jeune homme est dans l'impasse. On m'a répondu que j'avais pas d'expérience dans ce domaine-là et que ça les embêtait un peu. C'est ça aussi qui met un peu la haine, c'est que quand on n'essaye pas ou quand on donne pas la chance, on peut pas avoir d'expérience là-dedans. C'est ça qui met la haine surtout. À 25 ans, en panne d'avenir, Kevin est en train de sombrer. Suzy, elle, n'a rien vu venir. Bac, études supérieures, elle a tout fait comme il fallait, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, elle vivote avec moins de 500 € par mois, des aides de l'État. Les jours de pluie, elle s'autorise à prendre le bus, mais depuis peu, elle fraude. Le ticket à la journée, je crois que c'est 2,40 €. 2,40 € par jour pour se vivre. C'est trop, quoi. C'est trop. S'il y a les contrôleurs, j'essaierai de jouer sur la corde sensible. Enfin voilà, ils savent tout ce que c'est la galère, j'espère. Pourtant, il y a à peine 2 ans, elle en était sûre. Son bac plus 2, un DUT de graphiste, allait lui ouvrir les portes de l'emploi. Elle avait même décroché le stage de ses rêves. Elle créait des affiches dans cette société à Aix-les-Bains. Ah, ça va être trop bizarre de revenir là. 3 mois de stage, la jeune étudiante était brillante. Elle avait trouvé sa voie. Ça me rappelle plein de souvenirs, les confections d'affiches, d'enseignes, le vectoriel, la découpe vectorielle sur stickers, les chenillages. Je me rappelle de tout. Ça aurait été bien que je continue là-dedans. Vous n'aviez pas possibilité de l'embaucher? Non, on n'a pas assez de charge de travail pour pouvoir embaucher pour l'instant. On ne peut pas mettre en danger la société en embauchant des gens et puis en plombant les bilans, quoi. Malheureusement, il y a une réalité économique qui fait qu'on est obligé de faire attention. On voit bien que les patrons, ils ne peuvent pas embaucher. On ne leur en veut pas individuellement, quoi. On en veut presque au gouvernement de ne pas les aider plus pour les motiver à nous prendre, quoi. Depuis ce stage en 2014, rien. La jeune femme de 22 ans n'a plus jamais travaillé dans sa branche, malgré son parcours sans faute. Je
croyais qu'à peine j'allais sortir du DUT, il y allait avoir plein de patrons qui allaient me vouloir et que je serais peut-être même la meilleure de ma promo. Enfin, j'étais pleine d'espoir. Hein, Et aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, je me rends compte de la dure réalité et que y a pas assez de place pour tous et qu'il faut qu'on se crée notre place, qu'on l'invente, quoi, parce qu'elle n'existe pas, quoi. Suzy est issue d'une famille modeste. Ses parents ne peuvent pas l'héberger. En attendant d'avoir son propre toit, elle a trouvé refuge chez les parents de son amoureux. Elle a l'impression de s'imposer. Elle n'ose même pas déballer ses affaires. Tas de fringues. C'est quoi alors? C'est le tas que j'ai ici, parce que c'est pas chez moi, quoi. Je squatte total, donc c'est un gros sac de rando avec pas mal de fringues d'avance. Dedans, j'ai des lingettes, du shampoing, des médicaments. Pas de travail, pas de logement. Tout ce que je peux avoir besoin en dehors de... Toute une vie qui tient dans 2 gros sacs. Suzy est sur le point de décrocher. Ça vous angoisse un peu, ça, d'être SDF à un moment, que c'est quelque chose qui vous angoisse? Non, en fait c'est ça qui me tue, c'est que les gens, ils voient que je suis au bord d'être SDF, mais moi, j'arrive pas à percuter parce que justement, ça me paraît tellement improbable que j'en sois là, quoi, que je préfère même pas y penser, quoi, parce que... j'espère que j'y arriverai, j'en serai jamais là, quoi, parce que dormir dehors, c'est quand même pas drôle, surtout en hiver, j'espère vraiment que ça m'arrivera jamais, quoi. La solution pour Suzy, c'est peut-être de quitter Chambéry. Dans la région, c'est le choix qu'ont fait quelques-uns. S'installer là où il y a du boulot. Ils en ont fait un mode de vie. À la Chapelle d'Abondance, une petite station familiale des Alpes, Mathieu est pisteur. Le boulot de pisteur, c'est essentiellement la sécurité des pistes. Donc ça va être protégé en balisant, protégé avec des filets quand il y a des obstacles. Après, c'est tout ce qui est secours sur piste. Quand il y a un blessé, l'évacuer, faire les premiers secours. Un job en or pour se passionner de ski. Son salaire, 1 700 € net, mais seulement pendant 5 mois. L'été, il travaille dans les vignes. Alors pour être indépendant et faire des économies, le jeune homme a décidé de vivre dans un bus. Pour quelle raison tu déneiges? Pour avoir de l'électricité. Profiter de la seule journée de soleil qu'ils ont prévue cette semaine pour recharger les batteries. Cet hiver, ils sont une quinzaine à avoir garé leur roulotte sur ce parking. Une petite communauté de saisonniers. Mathieu vit toute l'année dans son bus. Bon voilà, du coup là c'est le coin cuisine. 14 mètres carrés qu'il a lui-même aménagé. Ensuite on a un petit salon avec le poêle à bois pour bouffer, accueillir les copains. Ensuite on a une petite salle de bain avec une petite baignoire et une toilette sèche. Petit coin chambre. Les charges sont infimes. À peine 100 € par mois pour le parking et le bois de chauffe. Une façon de faire le job de ses rêves sans se ruiner en loyer. La vie en camion, un choix de vie radical. Ils n'ont ni travail stable, ni vrai toit, mais n'attendent rien de personne. Cette précarité, ils la revendiquent. Je pense qu'il y a eu une génération où les gens ils se disaient on veut un emploi stable, on veut avoir un prêt, on veut quelque chose, on veut avoir une femme, son chien, enfin vraiment beaucoup de choses de fixe parce que la génération d'avant c'était la génération d'après-guerre et eux ils avaient eu rien, donc la génération d'après ont voulu avoir beaucoup de choses et finalement nous on arrive la génération
encore après, on se dit, mais en fait, pourquoi on veut tout ça, enfin, c'est surtout qu'on n'est pas tenu par les couilles par un banquier qui nous dit qu'on lui doit 500 € par mois et voilà. Non mais c'est vrai, mais non mais c'est clair, c'est au moins tu fais ce que tu veux quoi. Quand j'étais en Bourgogne en fixe, je gagnais 880 € par mois quoi. En fixe dans un magasin de bricolage, quand il faut sortir 500 balles de loyer, comment tu fais quoi? Comment tu fais alors que non, moi j'ai perdu ma condition précaire quand je me suis mis en camion, c'est clair. Moi aussi. C'est clair, et largement. Une vie en marge qu'ils ne se voient pas quitter. Tous veulent fonder une famille, mais n'envisagent surtout pas de lâcher leur camion. Et voilà pour ce reportage de Rola Tarsissi et Benjamin Poulain. Et on se retrouve donc place de la République à quelques heures du départ d'une des manifestations de ce jeudi avec Caroline Dehaas. Bonsoir. Bonsoir. On vous connaît pour vos combats féministes, mais vous êtes aussi à l'origine donc de cette pétition Loi Travail non merci qui a recueilli plus d'1 200 000 signatures très rapidement. Vous me disiez pendant le reportage qu'on vient de voir, ça vous donne encore plus envie de manifester ? Oui, ça m'a d'abord mis en colère ce reportage parce que toute cette énergie, en fait, moi ce que j'ai vu c'est de l'énergie dans ce reportage. Des jeunes qui en veulent, qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire leurs preuves. Et ensuite cette colère, elle s'est transformée en détermination, quoi. On peut pas construire ce monde-là pour le 21e siècle, il faut qu'on invente autre chose, c'est pas possible. Mais alors justement, on peut prendre les choses à l'envers aussi. On peut se dire cette loi travail, elle avait pour objectif de débloquer la situation, d'aider les jeunes à accéder au marché du travail. Donc ces jeunes qui n'y arrivent pas, on essayait de les aider et vous ne voulez pas de cette loi qui veut débloquer le marché? C'est quand même intéressant, ça fait 3 semaines qu'on a lancé cette pétition et ça fait 3 semaines qu'on nous répète partout que cette loi va permettre de créer de l'emploi. Mais personne n'a été capable de le prouver. Et rationnellement, tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui ont travaillé sur ce sujet ne sont pas capables de faire le lien entre rigidité ou pas du code du travail et création d'emplois. La preuve en Allemagne, le CDI est plus rigide en Allemagne qu'en France et pourtant il y a moins de chômage. Ouais, non, mais là il y a un débat, mais par contre il n'y a pas de débat sur une chose, c'est que le statu quo, c'est maintenir ces jeunes dans la précarité. Oui, mais si on touche à rien, si on ne bouge pas, on sait ce que ça donne. Oui, mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on bougerait toujours dans le sens de moins de protection pour les salariés et plus de protection pour les employeurs? Pourquoi on ne bougerait pas dans un autre sens? Pourquoi, par exemple, on ne proposerait pas... Moi, je pense qu'un gouvernement de gauche, il pourrait proposer ça, de passer aux 32 heures. La réduction du temps de travail, ça a été expérimenté dans certaines zones en Suède et dans certaines entreprises en Suède. La réduction du temps de travail, ça permet de créer des emplois. Pourquoi est-ce qu'on n'expérimente pas, par exemple, le revenu universel d'existence? Cette idée que, à partir du moment où vous êtes un être humain dans une société qui est riche, qui crée des richesses, on vous garantit un minimum pour pouvoir vivre. Et tout ce que, si vous voulez gagner plus d'argent, vous travaillez. Bon, bah, cette idée, elle est en débat aujourd'hui dans la société, notamment dans la société civile. Au gouvernement, personne n'en parle. Pourquoi est-ce que la réforme, je mets des guillemets, ça serait toujours pour nous enlever des droits? Pourquoi ça ne serait pas pour faire progresser la situation des salariés? Ouais. En tout cas, la situation actuelle, on la connaît. On peut regarder ensemble ce tableau, ce sont les chiffres du chômage sur les 10 dernières années. Et on le voit bien, le chômage des jeunes, il passe de 18 à 24% en 10 ans. Alors après votre mobilisation, la manif de la semaine dernière, il y a quand même des choses qui ont changé. La loi a été très édulcorée. Et puis on a créé la garantie jeune, un système où on va donner pendant 1 an à un jeune 450 € et puis essayer de l'encadrer. Le patron de la mission pour l'emploi qu'on a vu dans le reportage de Chambéry, ça fait 26 ans qu'il travaille dans ce domaine, il dit c'est peut-être un des meilleurs systèmes qu'on m'ait jamais présenté. Donc il s'est passé des choses quand même. Oui, alors la garantie jeune, elle avait déjà été annoncée en février. Donc là, ils l'ont remise dans la loi pour faire genre, vous voyez, on fait des gestes. Bon, elle était déjà annoncée. Aujourd'hui, ce que soulignent les personnes qui travaillent sur ce sujet-là, c'est que manifestement, le financement n'est pas encore garanti. Puis l'autre élément qui, moi, me frappe, et d'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, c'est que, enfin, je veux dire, donner 450 € à quelqu'un et demander-lui de vivre avec ça, c'est juste un non-sens. C'est un non-sens. D'ailleurs, on l'a vu, la jeune femme qui est obligée de frauder dans le métro parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer un ticket de métro. Mais c'est quoi cette société dans laquelle un jeune ne peut pas se payer un ticket de métro? Enfin, moi, ça... Je veux dire, mince à la fin, il y a des profits par centaines de milliers d'euros dans les entreprises. Encore, il y a 2 jours, on a rendu public des grandes boîtes qui font de l'optimisation fiscale et qui vont délocaliser leurs bénéfices à l'étranger pour moins payer d'impôts. Et pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui ne peuvent pas se payer un ticket de métro. Mais c'est quoi ce délire? Quand vous touchez 450 € par mois, vous galérez. Vous galérez du point de vue du logement, on l'a vu dans le reportage, vous galérez sur les transports, vous galérez dans vos relations sociales, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller boire des pots avec des potes. Vous êtes pas bien dans vos baskets avec 450 € par mois. Et la conséquence, c'est quoi? C'est quand vous allez à un entretien d'embauche et que vous n'êtes pas bien dans vos baskets, et l'entretien d'embauche, il se passe pas bien. Moi, je le vois en ce moment, je fais passer des entretiens d'embauche. Dans les gens que je reçois, il y a des gens qui ont été abîmés par le travail, qui ont été victimes de maltraitance, qui ont été stressés. Et ça se voit dans les entretiens d'embauche. Donc nous, on en discute, on essaie de passer outre, parce que je pense que ça doit pas empêcher quelqu'un d'accéder à un emploi.
Mais je veux dire, faire croire à quelqu'un qu'avec 450 € par mois, on va lui remettre un pied à l'étrier et qu'il va s'en sortir, pour moi, c'est quand même vraiment nous prendre pour des imbéciles. François Hollande, au Bourget, dans son fameux meeting, il avait dit « Je vais juger sur un seul critère. Est-ce qu'en 2017, les jeunes se porteront mieux qu'en 2012 ?» La réponse, vous dites non? C'est raté. Ouais. C'est raté. Et c'est pour ça que vous avez rendu votre carte du PS? Moi, j'ai quitté le Parti Socialiste il y a 2 ans, en effet, parce que je leur reproche pas tant à François Hollande et compagnie de ne pas avoir renversé la table, parce qu'on est tous conscients des contraintes économiques, l'Europe, politique, etc. On vit pas dans le monde des bisounours. Bon, on sait bien qu'il y a des contraintes quand on veut essayer de changer le monde. Ce que je leur reproche, c'est pas de ne pas avoir renversé la table, c'est de même pas avoir essayé de la faire bouger. Et je le ressens très fortement dans les manifestations aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une sorte de ras-le-bol social, qui s'est, à mon avis, très bien exprimé dans le reportage, une sorte de non-sens social, quoi. C'est quoi cette société qu'on nous construit? Et c'est quoi cette loi qu'on nous propose qui va encore plus abîmer nos conditions de travail? Mais il y a aussi un ras-le-bol démocratique. Moi et beaucoup des initiateurs et initiatrices de la pétition, on a voté François Hollande en 2012. On se retrouve aujourd'hui à se manifester contre une loi que même Nicolas Sarkozy n'aurait pas osé mettre en place. Après, les gens, ils viennent sur les plateaux de télé, notamment les ministres, les membres du gouvernement, se lamenter. Oh là là, le Front National, oh là là, l'abstention, c'est trop dur, il faut agir contre l'abstention. Mais mince, à la fin, pour agir contre l'abstention et contre le Front National, il faut tenir ses engagements politiques. C'est le meilleur moyen de faire reculer le Front National, dans les têtes et dans les faits. Et donc, un gouvernement qui est élu sur un programme de gauche, hein, le discours du Bourget, c'est un discours de gauche, et qui met en place une politique de droite, c'est ça qui fait monter l'abstention et le Front National. Merci beaucoup, Caroline Dehass. Maintenant, on va vous faire découvrir d'autres jeunes qui ont choisi une autre vie. Ce sont plutôt des trentenaires, des citadins qui migrent vers les campagnes, dans la Drôme en l'occurrence, où il y a toute une vallée qui revit grâce à ces néo-ruraux. Ils ont créé leur emploi, ils prennent leur destin en main, ils n'attendent rien de la politique. L'Eldorado des campagnes, c'est une enquête d'Olivier Sibyl, Mathieu Drejoux et Michel Pignard. Au fin fond de la Drôme, c'est un village un peu perdu, qu'on croyait endormi. Mais à Sous, le samedi midi, sur la place du marché, Salut. Les jeunes ont pris le pouvoir. Moyenne d'âge, 35 ans. Ils sont lyonnais ou parisiens. Ils ont quitté la ville pour changer de vie à la campagne. Ah ouais? D'accord. Donc là, il y a Sandra et Jean-Philippe. Des jeunes citadins accueillis à bras ouverts. Depuis 2008, Daniel Gilles est le maire heureux d'un village en pleine renaissance. Alors, il n'y a que ça, les nouveaux venus dans votre village? Il y en a beaucoup. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est que c'est voilà, l'exemple de Lorraine et Clément, ils sont arrivés à Sous, ils se sont tout de suite intégrés dans la vie locale, associative. Puis ils ont eu leur projet de création d'une savonnerie et ils ont créé leur activité. Mais moi, je suis lyonnaise et Clément est montpelliérain. Ça change? Pas tant, finalement. C'est au niveau social, on retrouve un microcosme qui peut être comparable à celui d'un quartier citadin. On n'est pas dépaysés, en fait. Dans les années 90, la commune ne comptait plus que 300 habitants. Aujourd'hui, ils sont plus de 500. Et parmi les derniers arrivants, Magali Grangeon, 33 ans. Elle a fui Paris pour ouvrir une boutique traiteur où elle mitonne des petits plats. Au départ, elle ne pensait les vendre qu'aux touristes de passage. Du filet mignon de porc en croûte de pistache. Voilà, quelques légumes bien locaux. Je pense qu'on peut dire que j'ai quand même une belle clientèle locale avec des personnes âgées qui passent en semaine, des gens qui viennent me chercher un plat du jour parce que pour midi ils veulent un plat équilibré avec des produits locaux. Je fais des anniversaires, des baptêmes, des mariages. Et plus les jeunes reviennent, plus le village de Daniel Gilles redevient attractif. Je viens acheter pour 15 € à Magali. Magali, ensuite, elle va aller acheter du comté à l'épicerie, elle va aller se faire coiffer chez la coiffeuse du village. Et quand on arrive à avoir tous ces corps de métier dans le village, et ben après on arrive à fonctionner entre nous, quoi. Exactement. Derrière, ça fait vivre les écoles, ça fait vivre les commerces. C'est toute une économie circulaire, en fait. Ce mouvement, Daniel Gilles fait tout pour l'encourager. À la mairie, il reçoit régulièrement des courriers de jeunes à la recherche d'une ferme ou d'un commerce à reprendre. Des dossiers bien ficelés, des projets qui n'ont rien de fantaisiste.
Alors là, je sais qu'elle m'en a classé il y a quelques temps. Voilà, donc en clair, c'est des gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient un projet de maraîchage. Et donc, ils sont à la recherche de surface de terrain. Donc c'est marrant parce qu'ils ont carrément mis une étude de faisabilité dans leur courrier, quoi. Présentation technique et économique, budget prévisionnel. Vous en recevez souvent des courriers comme ça? Des courriers comme ça, on doit en recevoir par mois à peu près. Qui sont ces jeunes qui fuient la ville, le stress et le chômage? Une nouvelle génération de trentenaires, diplômés, intégrés. Ils refusent un avenir tout tracé et veulent donner un sens à leur vie. Dans cette petite vallée de la Drôme, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes citadins qui redonnent peu à peu des couleurs à nos campagnes. Alexandra Duguet, 35 ans, est arrivée dans la Drôme en 2010. Avec son mari, ils ont réalisé leur rêve, ouvrir un restaurant. Dans leur bagage, une déco à leur image, un peu bobo, comme pour afficher fièrement leurs origines. Ah bah oui, carrément. C'est pour ça que j'ai mis la carte de Paris, pour pas oublier d'où on vient, tu vois. Malgré tout, je cultive ça. Ça me plaît aussi voilà, de rester la parisienne, à la campagne. Parce que le chef, il me sonne. Au fourneau, Jules prépare des assiettes fraîches et enlevées. Une cuisine bistronomique à base de produits locaux. Là, on a les escargots de Goutron. C'est une ferme qui est à 15 km de chez nous, ils font des escargots en bio. Et ici, on cuisine que du frais, que du fait maison. Les gens sont contents, on va bien. Nous, on est contents, on se fait plaisir. Voilà. Et la salle est pleine tous les week-ends. J'ai pas mangé depuis 2 jours. À Paris, Alexandra était vendeuse de vêtements. Jules, cuisinier dans un centre culturel. Ici, ils sont devenus leurs propres patrons. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, une vie plus simple, à l'écart d'une société qu'ils ne comprennent plus et d'une classe politique à qui ils ne font plus confiance. On ne sait plus pourquoi on vote, pour qui on vote. Voilà, on a l'impression de nourrir l'élite et finalement, nous, toutes nos préoccupations, elles passent à la trappe, quoi. On va pas faire la liste de tous les problèmes, hein, parce que sinon on n'est pas couché, mais y a un manque d'écoute, quoi. Vous votez plus du tout, tous les deux? Si, on vote, hein, on est des citoyens modèles, mais c'est vrai que moi, j'y crois pas vote, trop. hein. Pour 400 000 €, le couple s'est offert le restaurant et la maison, juste au-dessus. À Paris, ils n'en auraient jamais eu les moyens. S'ils sont venus dans la Drôme, c'est parce qu'ici, tout est beaucoup moins cher. Jules le constate chaque matin en faisant ses courses à 15 km de chez lui pour le menu du soir. Ben là, on a une belle soupe, là, avec des conches butternut. Voilà. Aujourd'hui, il est poli, souriant. D'habitude, c'est pas le cas. Non, non, on est parisien. Hein. Ou on l'est pas. Ou on l'est pas. Vous aimez bien quand même les Parisiens? Ah, mais moi, j'aime tout le monde. Ah oui. Du moment qu'ils sont agréables et polis, l'essentiel, c'est ça. Hein. Je pense que c'est 30% moins cher qu'à Paris. À peu près. C'est pas négligeable. Hein. Non, c'est super. Et c'est frais. Ils ont les légumes ont 48 heures maximum. Donc voilà, ils sortent du champ et ils arrivent dans l'assiette. Ou alors ils sortent de l'abattoir et ils sont là. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de délai. Que des sourires. Et bien, bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Jules et sa femme se sont installés à Vesques, un petit village de 280 habitants. En fin d'après-midi, pas besoin de payer une nounou pour aller chercher les enfants. L'école est en face du restaurant et il n'y a qu'une seule classe de 9 élèves. Et ben moi aussi, je vous dis à mardi. Ça va de la grande section maternelle au CM2. Donc nous, on a Edgar qui est en grande section et Charlie en CE1. Allez, on y va. Non, c'est un peu la petite maison dans la prairie, quoi.
sont loin de la réalité, mais c'est le paradis pour eux. Un petit monde, à part, mais avec beaucoup d'espace. Alors on va commencer par notre chambre. À Paris, la famille vivait dans un 2 pièces de 50 mètres carrés. Dressing. Ici, ils ont pu s'offrir 6 fois plus grand. 3 étages, 9 chambres. Et la chambre de Charlie. Sur 300 mètres carrés. Non, c'est cool quoi. C'est cool. C'est juste maintenant, on a juste l'impression que c'est la taille convenable pour vivre là. Un conte de fées à la campagne. Mais pour en arriver là, il faut s'accrocher. À l'autre bout de la vallée, la ferme d'Amandine Goua. Chaque matin, elle passe 3 heures les pieds dans la bouse de vache. Voilà, c'est le côté un peu sport du coup. Le matin, ça te fait une bonne petite suée et franchement, ça te réveille en fait. Il y a 6 mois, cette jeune lyonnaise de 34 ans s'est installée dans cette petite ferme. Il n'y a que 4 vaches et 2 cochons, mais elle ne s'attendait pas à une telle masse de travail. La bouse de vache, c'est hyper lourd. Non, c'est pas facile, non. Non. En 6 mois, j'ai eu 1 jour de congé, donc une grasse mat. Ce projet, elle y pensait depuis longtemps. À Lyon, Amandine était responsable administrative dans une association, mais elle ne se sentait plus à sa place derrière un écran d'ordinateur. Je sais pas, il y avait un besoin viscéral vraiment de... Donc voilà, je l'explique pas, je crois que c'est vraiment ça l'évidence quand t'es à ta place et qu'il y a une harmonie, quoi, j'espère. Amandine loue cette ferme pour 3 ans. Ici, elle fait tout toute seule. De la traite des vaches à la préparation de fromage et de yaourt. Et être fermière, ça s'apprend tous les jours. Le cahier est pas joli. Ah, j'en ai marre, le cahier est vraiment moche. Il est pas assez ferme. Il a un côté mielleux, quoi. Vous en jetez beaucoup en ce moment? En ce moment, j'ai quelques petits soucis, oui, en fromagerie, et j'en jette quelques-uns, ouais. C'est les erreurs de débutants, c'est les erreurs du démarrage. Peu importe ces heures perdues. Pour Amandine, ce retour à la campagne, c'est aussi une démarche militante. Je suis partie pour commencer sur une gamme de ce que j'appelle des desserts lactés. Donc crème au chocolat, crème à la vanille. Des produits bio, en petite quantité, qu'elle peut vendre un peu plus cher. Loin de la crise agricole, de la surproduction et des quotas laitiers, ouais, c'était nuit, voilà. Amandine mène sa petite révolution dans son coin. Parce que ces systèmes-là, ils impliquent qu'on soit moins dépendant de l'industrie agroalimentaire, qu'on soit moins dépendant de l'industrie pharmaceutique pour les bêtes, qu'on soit moins dépendant du machinisme, qu'on soit moins dépendant de plein de choses, en fait, et qui coûtent très cher, et qu'on soit moins dépendant d'un prix à ras les pâquerettes. Avec son diplôme d'une école de commerce, Amandine aurait pu prétendre à une carrière de cadre supérieur, à un salaire confortable. Mais elle a préféré vivre dans un appartement de 30 mètres carrés, avec 700 € par mois. Donc voilà, ma vie, c'est laver du linge tout le temps, puisque je me salis tout le temps, en fait. Après, voilà, l'idéal à 34 ans, c'est pas ça. Mais c'est correct. Pour tout reprendre à zéro, c'est assez correct. Seul imprévu, sa vie amoureuse. Amandine ne s'imaginait pas encore célibataire, à 34 ans. C'est facile de trouver quelqu'un quand on est une jeune femme, agricultrice, avec des mains calleuses, avec... Enfin, moi, de ce que je remarque, j'ai l'impression que oui, à la campagne, à 30 ans, 35 ans, on est marié avec des enfants. Donc effectivement, il n'y a pas trop de terreau fertile comme en ville, comme plus ça se dessine en ville. Mais abandonner ça pour suivre quelqu'un d'autre, non. Ses choix, elle les assume. Non, Honda, assise. Voilà. Car ce qui lui plaît ici, c'est une solidarité qu'elle ne trouvait plus en ville. Chaque semaine, la jeune fermière vient vendre ses yaourts dans une association de paysans locaux. Parmi eux, de nombreux trentenaires. Ce sont eux qui l'ont aidé à faire ses premiers pas. Le plus âgé, Manu,
l'a même pris sous son aile. Du coup, voilà, quand j'ai des soucis, style là, je suis en rate de foin, en rate de paille, et ben voilà quoi, l'eau Manu, t'aurais pas. Voilà, et puis des boules avec des grosses bottes de paille comme ça, et puis moi, si je devais les décharger toute seule, et ben je serais là, comment je fais? Et puis voilà, il arrive avec ses biscottos, il fait ça, il le met par terre. Et puis pour moi, c'est ok, super. Vous la trouvez courageuse? Il faut être courageux pour se lancer en agriculture, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais il y a de la place pour tout le monde, elle y arrivera. Hein. Au départ, les locaux étaient méfiants vis-à-vis de ces bobos. Mais aujourd'hui, dans la vallée, ils sont heureux de voir ces nouveaux visages qui redonnent vie à des villages et parfois même à des usines entières. Voilà, il y a ce lieu-là qu'il faut imaginer rénover avec un petit coup de cosmétique. Sylvain et Raphaël ont investi cette friche industrielle. Mais là, il y a de quoi rêver. Sous le regard attendri du propriétaire, David Sidbon, un ingénieur à la retraite qui habite juste à côté. Salut Raphaël, en pleine forme, merci. Bonjour David. Je pourrais être le père de tout le monde ici, bientôt le grand-père. David Sidbon a accepté de leur louer une partie de l'usine pour y installer des bureaux. Bonjour. Ils y accueillent des graphistes, des photographes et toutes sortes de créateurs. Là, c'est le vélo cargo, la Drôme. Transporter avec un vélo, c'est possible. Pas obligé de prendre la voiture. Ah, c'est là-bas ? Une bande de joyeux trentenaires pleins d'idées qui ont vite pris leur quartier. Pourtant, au départ, le propriétaire ne voulait pas d'eux. Voilà le cœur de l'usine. Les murs étaient sur le point d'être rasés, le terrain revendu à un promoteur immobilier. Mais au dernier moment, David Sidbon a annulé la vente. On était vraiment en négociation finale avec les promoteurs. C'était facile de signer, de prendre un chèque et puis de se dire voilà, on a terminé, on tourne la page. Là, au contraire, on continue les négociations, les discussions. Et ce qui nous a plu à mon épouse et à moi, c'est qu'on avait affaire à des gens qui travaillent, des gens qui ont la tête sur les épaules, tous responsables, tous pères de famille, mères de famille, des gens qui ont les pieds sur terre. Raphaël sort de Sciences Po. On dit qu'il y a du potentiel, et puis moi, ce que je trouve génial, c'est que on a l'impression que l'usine, elle est partie hier, en fait. Avec ses amis, son idée maintenant, c'est de réhabiliter la totalité de cette ancienne usine de pièces mécaniques. Ils y voient déjà des restaurants, des artisans. Pour l'instant, on peut imaginer plein de choses, des puits de lumière, une cour avec des blocs où on a un luthier, où on a un menuisier, où on a... Voilà. David Sidbon, lui, a surtout été séduit par autre chose. L'idée de transmettre son usine à des jeunes. Un projet qui recrée de la vie et du lien social à la campagne. Ce qui est génial, à tous les gens de l'usine, ça devient, petit à petit, ça devient des copains. On se fait plein d'amis, plus que sur Facebook. Incroyable. Achetez une usine et vous aurez plein d'amis. Et voilà pour cette enquête dans la Drôme, signée Olivier Sibyl et Mathieu Drejoux. On se retrouve ici dans une auberge de jeunesse qui vient d'ouvrir dans un des quartiers les plus populaires de Paris. Ça s'appelle Les Pioles. Ça a été créé par des trentenaires qui voulaient pouvoir accueillir les jeunes fauchés de passage à Paris. Ici, on peut dormir dans un dortoir pour 25 € la nuit ou bien prendre son petit-déj pour 3 €. Et on se retrouve avec Paul Morlet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de Lunettes pour tous. Vous êtes un jeune entrepreneur. Vous avez 25 ans, déjà 100 salariés, un chiffre d'affaires de 6 millions. Alors, on vient de voir ensemble ces deux reportages sur les jeunes à Chambéry qui rament, qui n'arrivent pas à entrer dans le marché du travail, et puis sur ces autres jeunes dans la Drôme qu'on vient de voir qui eux, arrivent à créer leur entreprise, leur emploi. Vous auriez peut-être pu faire partie de l'une ou l'autre de ces catégories, non? Parce qu'on va parler de votre parcours. Vous n'avez pas fait d'études brillantes et vous êtes maintenant à la tête d'une grosse PME. Comment ça s'est passé? On peut finir de l'un à l'autre facilement finalement, parce que moi j'ai pris un virage rapidement. C'était en 2010, j'avais 20 ans, j'étais électricien à la SNCF, j'avais fait un apprentissage de 2 ans, ils n'embauchaient pas les jeunes derrière,
Et je me suis retrouvé finalement en 2010 sans boulot en fait. Et donc j'ai créé mon boulot, mais j'ai pas créé ma boîte par défi. Mais là, à ce moment-là, à 20 ans, vous vous rendez compte que la SNCF, c'est pas votre truc, vous perdez le boulot. Vous vous dites, il faut que je crée mon boulot, sinon on m'en donnera pas. Voilà, c'est ça. C'est que moi j'étais électricien à 20 ans, le marché était pas, c'était déjà la crise. Donc j'ai créé mon boulot un peu par défaut finalement, mais j'en étais pas fier de monter ma boîte. C'est vrai que le côté entrepreneuriat était starifié plus tard. Et puis j'ai monté ma boîte tout seul, et puis j'ai commencé à démarcher pour vendre mes produits en local à Lyon. Et puis j'ai eu un peu de naïveté sur ce que je pensais faire. Finalement, j'y ai cru très fort et ça a marché assez vite. Donc j'ai eu de la chance, je pense. Vous créez une première boîte et puis la deuxième, celle qui vous fait vraiment décoller, donc c'est Lunettes pour tous. Le concept, c'est de faire des lunettes vraiment pas cher du tout, 10 euros. Quoi. Voilà, forcément. Moi, je viens aussi d'un milieu modeste, donc je voulais faire un truc qui me ressemble, embaucher des gens qui me ressemblent aussi, avec qui je me sens forcément proche. Mais quand on entend les patrons, surtout en ce moment, avec cette discussion sur la loi travail, qui nous disent le code du travail est trop compliqué, il y a trop de freins à l'embauche, on n'ose pas embaucher parce qu'on ne saura pas comment licencier, etc. Ce sont des choses que vous ressentez, vous ? Alors pas du tout, moi je vais même vous dire un truc peut-être choquant, mais je trouve que c'est plus compliqué pour une entreprise de trouver un bon salarié que pour un candidat de trouver un bon job en fait finalement, vraiment, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément un taux de réussite énorme après l'embauche. Je parle pas avant l'embauche, je parle vraiment après. Il y en a plein qui sont pas forcément prêts à se plier aux conditions du travail. Il y a dans une génération aussi les gens demandent d'avoir avant de faire, donc c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est un peu la vérité du marché. La loi El Khomri, c'est pas un sujet important pour les patrons parce que ça change pas grand chose finalement aux embauches. Le CDI toujours ce qu'il est. Nous on a que des CDI, on est très contents et il n'y a aucun problème pour donner un CDI aujourd'hui à un jeune. Vous sur vos 100 salariés, vous avez une centaine de CDI. Il y a 0 CDD, 0 stagiaire. Pourquoi ? Parce que chaque fois que vous embauchez quelqu'un, vous êtes sûr de pouvoir le garder ? Je vais même vous dire un truc, on sait ce qu'on fait et puis effectivement chaque salarié qui en plus produit quelque chose pour la société en plus finalement. Donc c'est toujours quelqu'un de rentable en plus, c'est pas une dépense, c'est un investissement salarié aujourd'hui. Et puis un CDI, ça coûte plus cher qu'un CDI, en plus, il faut le savoir. Donc on fait que des CDI. Et alors quand vous embauchez des jeunes, c'est-à-dire des gens de votre âge, hein, vous embauchez régulièrement des gens de votre âge, le problème, vous nous dites, c'est leur formation. La formation, la formation, nous on les forme. Donc on peut prendre des gens qui n'ont pas le bac ou qui ont bac plus 5. Alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est vraiment d'avoir le goût du travail et de sentir aussi parfois quand on commence sur des postes peu qualifiés chez nous, on va commencer un peu plus haut que le SMIC. Puis il y en a qui disent moi j'avais quasiment autant d'argent au chômage, donc je vois pas pourquoi je bosserais le matin. Donc il y a aussi cette envie du travail et de valoriser le travail. Et alors les jeunes qui manifestent ce jeudi, qui disent on veut pas de nous, on a des problèmes, on n'arrive pas à rentrer sur le marché du travail, vous leur tenez un discours en leur disant non, c'est vous le problème ? Alors moi je leur dirais qu'au lieu d'aller manifester, j'irais postuler dans des sociétés comme la mienne où on a des offres de postes qui sont ouvertes et on trouve personne. Voilà. Donc, et je suis pas le seul dans ce cas-là, il y a plein de postes qui sont à pourvoir, on trouve personne, ça c'est une vérité. Je vais leur dire que la loi ne change pas grand-chose finalement aux conditions de travail, ni pour les employeurs ni pour les employés finalement. Et je leur dirais d'aller postuler, trouver du boulot d'abord, et puis parce qu'il y a plein de boulots qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui, donc c'est une vérité. Et il y a des CDI tous les jours à proposer. Maintenant, il n'y a pas forcément de candidature. Et ceux qui auraient envie de faire comme vous, de créer une boîte à partir de rien, vous avez 1-2 conseils à leur donner ? Il faut y croire tous les jours déjà, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. On a des messages négatifs souvent sur les charges, les impôts, mais ça c'est un problème qu'on a une fois qu'on a de l'argent, donc c'est finalement pas un problème. Et aujourd'hui on a un super pays quand même, on a le chômage pour se lancer, on peut sortir d'un boulot, arrêter pendant 2 ans, être payé par le chômage et monter sa boîte. Donc ça existe nulle part dans le monde ça aujourd'hui, et c'est un truc génial qu'on a, et ça c'est pas en Amérique, voilà, c'est en France. Et à l'arrivée, donc quand on crée sa boîte à 20 ans, qu'à 25 ans on a 100 salariés, on gagne bien sa vie ? On gagne bien sa vie, on gagne correctement sa vie, mais c'est pas non plus ce qu'on pourrait croire, hein, forcément. Je pense que vous n'êtes pas encore millionnaire ? Pas encore millionnaire. En valeur de société, j'imagine que oui. Enfin, j'en ai pas parlé, mais je pense qu'en salaire quotidien, je dois gagner maximum 2,5 fois ce que gagne le plus bas salaire chez moi. Donc voilà. Mais je suis très heureux comme ça et je vis très bien. Alors, les jeunes et la politique, on va continuer à en parler. Merci beaucoup, Paul Morlet, fondateur donc, de Lunettes pour tous, d'être venu nous voir. On va maintenant partir en Espagne à la découverte d'un mouvement de jeunes qui a bouleversé le paysage politique du pays. C'est Podemos, un parti qui a été créé il y a 2 ans seulement et qui a obtenu 69 députés aux dernières élections législatives, qui a même remporté les mairies de Madrid et de Barcelone au municipal. Alors ces leaders jeunes, ils viennent des universités, ils ont moins de 30 ans, ils sont en jean et en t-shirt et les voilà aux portes du pouvoir. Comment ont-ils fait ? Quelles sont leurs méthodes ? Podemos, le pouvoir aux indignés, c'est une enquête de Baptiste Desmontiers, Soigny Thiebaud et Max Pacro. On savait l'Espagne en crise économique, mais le pays traverse aussi une crise politique sans précédent. Pas de Premier ministre, pas de gouvernement depuis 3 mois. Aujourd'hui au Congrès à Madrid, les députés ont pour mission de trouver un accord pour sortir le pays de l'impasse. Mais pour la première fois, ça n'est ni le Parti populaire de l'ancien Premier ministre Mariano Rajoy,
ni le Parti socialiste qui arbitre les débats. Celui qui tient le destin de l'Espagne entre ses mains s'appelle Pablo Iglesias. Il est le nouveau visage de la politique espagnole. C'en est fini de ce pays où le bipartisme et l'arrogance des dirigeants confisquaient les débats parlementaires. Nous allons nous faire respecter et dire la vérité, parce que le peuple nous a élus pour ça. Inconnu il y a encore 3 ans, le leader du parti Podemos s'est vite fait une place dans l'arène médiatique. Écoutez, vous respectez mon service de presse, sinon on ne va pas y arriver. Merci. Il est aujourd'hui devenu quasiment impossible à approcher. Pablo Iglesias a 37 ans. Il a été porté au pouvoir par la rue. Avec son parti Podemos, la jeunesse s'est invitée dans la sphère politique. Au Congrès, on croise désormais de bien jeunes députés, comme Íñigo Errejón, 32 ans, numéro 2 du parti. Un look d'ado et déjà un discours de vieux briscard. On va leur tendre la main pour créer un gouvernement de changement. On peut aussi croiser Alberto Rodríguez, 34 ans, le célèbre député aux dreadlocks. En à peine 2 ans, Pablo Iglesias a fait entrer 69 nouveaux visages au Parlement, 20% des députés espagnols. Comment ce prof d'université a-t-il réussi à réveiller une jeunesse qui n'y croyait plus? Avec quel discours, quelles idées parvient-il à galvaniser les foules? Aujourd'hui, dans les couloirs du Congrès espagnol, quand il y a embouteillage de journalistes, au milieu, il y a souvent une queue de cheval, celle de Pablo Iglesias. Et jamais très loin, sa garde rapprochée. C'est toujours comme ça? Ouais, c'est toujours comme ça, mais tu t'habitues jamais à voir ça. Ouais, c'est incroyable. Encore un peu impressionné par les caméras, Segundo González va pourtant devoir s'y habituer. À 27 ans, ce militant de la gauche radicale vient d'être élu député pour 4 ans. Et donc ça change faire la politique dans la rue et maintenant au Congrès. Et voici son uniforme. C'est comme je me veste normalement, quoi. Bon, ça c'est un peu pour les congrès, quoi. Non, mais après, il y a les jeans, et il y a les t-shirts. Ce qu'on dit, c'est qu'on va à l'institution, mais l'institution ne va pas nous changer. Ils travaillent ici. C'est la maison du peuple. La maison du peuple. Et tu t'assois où? Oui, là-bas. Tu imaginais un jour être ici? Non, non, jamais. C'était pas ma vocation. Mais je crois qu'aucun des députés de Podemos avait jamais pensé d'être ici. Podemos par ici. Podemos à qui? Dans l'hémicycle, les jeunes de Podemos dénotent. Socialiste. La droite? Mais refusent la caricature de députés en jean et t-shirt. Le PP, le Parti populaire. Être différent, c'est pas seulement l'image. C'est aussi comment on travaille. On a limité notre revenu à 3 salaires minimum espagnols, que c'est 1945 € par mois. C'est parce qu'on doit vivre comme la gente normale vivre. C'est un peu la cible de tout ça. Ouais. Près de 2 000 € contre 4 à 5 000 € pour les autres députés. Segundo travaillait dans la banque et le microcrédit. Son parti lui a confié la commission Finances et Transparence. Du coup, il a encore quelques devoirs. Entrez. Ça, tous les livres pour te dire. Ce soir, c'est finances publiques. Tu penses que les autres députés, ils continuent à étudier ou tu penses que... Je sais pas. Je crois que... Tu crois qu'ils pourraient se moquer Je suis sûr qu'ils travaillent moins que nous. Je crois qu'ils travaillent moins que nous. Mais ça, c'est aussi un avantage comparatif qu'on a, parce qu'on est jeune, on peut travailler beaucoup d'heures. Ils travaillent moins que nous. Petite pique pour la vieille génération. Chez Podemos, l'argument de l'âge est très important. Car c'est précisément la jeunesse qui a porté ce parti au pouvoir. Mai 2011, des milliers de personnes se réunissent sur la Puerta del Sol, en plein cœur de Madrid. C'est le mouvement des indignés. Des anonymes venus crier leur ras-le-bol. À l'époque, 1 jeune sur 2 est au chômage
Et toute la classe politique, gauche comme droite, est empêtrée dans des affaires de corruption. François Rall Andréoli, conseiller à l'ambassade de France, vivait déjà à Madrid en mai 2011. C'était recouvert de tentes bleues, là, avec une activité incessante. C'est une jeunesse qui sent son avenir justement se rétrécir et qui se prend en main, qui se réveille et qui descend dans la rue. L'un des principaux slogans, c'était « No nos representa », il ne nous représente pas. La classe politique traditionnelle est en fait une espèce de classe de professionnels qui trahissent toujours leurs promesses. Et donc, il faut inventer quelque chose d'autre. Cette jeunesse va finir par se trouver un leader, à l'époque inconnu du public, mais très charismatique. On va leur dire ce qu'ils sont, des voleurs, des corrompus, de la racaille pris la main dans la caisse. Pablo Iglesias séduit. Tu me plais, toi, tu me plais. Et rapidement tout s'enchaîne. Un parti lancé en 2014, et quelques mois plus tard, 10% des suffrages aux élections européennes. Le vent du changement souffle sur l'Europe. Podemos devient la 3e force politique du pays et emporte même plusieurs grandes villes au municipal, Barcelone et Madrid. Une ascension éclair que la classe politique n'a pas anticipée. Contrairement au mépris général des grandes forces politiques, le PS, le PP, qui regardaient cette espèce de masse de jeunes un peu de haut, eh bien ils ont compris qu'il se jouait quelque chose pour l'avenir de l'Espagne et que ça crée des conditions nouvelles pour un mouvement qui devait nécessairement être un mouvement d'un type différent. Ces élus sont-ils si différents une fois au pouvoir? Nous nous sommes rendus à la mairie de Madrid. À 34 ans, Pablo Soto fait partie de la nouvelle équipe municipale, une coalition Podemos. Ancien pirate informatique, il est issu de cette génération d'indignés, passés de la rue aux responsabilités. J'ai perdu ces super-pouvoirs qu'on avait, comme empêcher physiquement des expulsions, aller manifester, désobéir, déclencher des débats. Mais j'ai gagné de nouveaux super-pouvoirs. Là, par exemple, je signe un décret et ça devient une loi. Et ça, c'est un super-pouvoir. Et on s'y habitue à ce pouvoir? Non. Non. Comme tous les députés Podemos, Pablo dit avoir limité son salaire. Il s'est aussi engagé à ne pas faire carrière en politique. Si tu gagnes des centaines de milliers d'euros dans ce type de travail, les gens viennent pour l'argent. Alors que s'il y a peu d'argent à gagner, les gens viennent pour le service public. Ensuite, au bout de 4 ans, tu as envie de retourner à ta vie d'avant, avec ton salaire d'avant. Et tu penses rester combien de temps ici? 4 ans, comme beaucoup d'entre nous. 4 années pour faire leurs preuves. Pour nous expliquer sa façon de faire de la politique, Pablo Soto nous emmène Plaza España, une place emblématique de la capitale. Tu vois, cette place, elle est complètement dégradée. Elle n'est pas accessible. Après leur arrivée à la mairie, ils ont souhaité repenser totalement ce lieu. Mais avant de lancer le projet, ils ont demandé leur avis aux Madrilènes. Un référendum local, par courrier, par téléphone ou sur Internet. Est-ce que vous voudriez plus d'aire de jeu ou plus de terrasses, plus de restaurants? Que voulez-vous? Jusqu'à présent, ce type de décision, une seule personne la prenait, l'adjoint à l'urbanisme. Mais les riverains, eux, n'avaient pas leur mot à dire. C'est une manière de donner le pouvoir à la population? Oui, et tout le pouvoir. C'est pas un peu du populisme? Non. Je pense que le populisme, c'est dire ce que les gens veulent entendre. Faire ce que les gens souhaitent, ça, c'est la démocratie. Pour Pablo Soto, cette démocratie participative ne doit avoir aucune limite. Il souhaite que les Madrilènes décident de tout, qu'ils puissent même un jour voter directement le budget de leur ville. Un style politique qui est né à quelques kilomètres de la Plaza España, dans l'université de la Complutense, berceau de la contestation étudiante,
laboratoire de Podemos. Laura, Patricia, Georges et Daniel ont fait partie de ces indignés, de cette jeunesse sans avenir, que Podemos a parfaitement su écouter. Mon avenir, moi, je le vois plutôt noir. J'en suis à mon 2e cycle d'études et je dois aussi travailler. Je suis précaire, j'ai 2 contrats, parfois je travaille 2 jours d'affilée. Ça arrive qu'on me prévienne 30 minutes avant pour aller distribuer des flyers ou faire des dégustations. C'est comme ça. Pour financer tes études et ta vie dans une ville chère comme Madrid, c'est compliqué. On a quoi comme alternative? À part accepter des jobs précaires, c'est de partir à l'étranger. Pourtant, ils ont décidé de rester. Et leur professeur de sciences politiques y est peut-être pour quelque chose. Avant de se lancer en politique, Pablo Iglesias enseignait ici. Il arrivait avec son casque de moto, il le posait et commençait son cours. Il avait une manière d'enseigner bien à lui, très didactique. Par exemple, avec lui, il n'y avait pas d'examen écrit. Il estimait que ce que tu avais retenu, tu devais savoir le défendre. Et si tu pouvais le défendre, c'est que tu l'avais assimilé. Tout se passait à l'oral. C'était dynamique. On peut dire qu'il était déjà différent? Oui. Un professeur atypique. Sur ces images filmées par un de ses élèves, Pablo Iglesias rejoue en cours une scène du film Le Cercle des poètes disparus. Montez sur vos chaises, s'il vous plaît. Pour aider ses élèves à voir les choses différemment, il leur demande de prendre de la hauteur. C'était un cours sur le sens critique. Aujourd'hui, il s'habille comme quand il venait à la faculté. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre Pablo politique et Pablo professeur. C'est la même personne qui fait de la politique au Congrès et qui donnait des cours à la fac. Pablo Iglesias séduit parce qu'il n'est pas un professionnel de la politique. Pour autant, il est loin d'être un amateur. Surtout en matière de communication. Il s'est fait les dents sur le web. Prof de fac, motard et présentateur d'émissions et de débats politiques comme Fort Apache ou encore la Tuerca. À ma gauche, Tania Sanchez, élue à l'Assemblée de Madrid. Autour de lui, élus, experts, journalistes et le futur état-major de Podemos. Avec eux, il apprend l'art de la rhétorique. Au départ dans un petit studio amateur, puis ici, dans les locaux du journal de gauche Publico, Pablo Iglesias venait tous les jours après la fac. Quand il a commencé à enregistrer la Tuerca ici, il était modérateur et animait les débats. Et ça, 5 jours par semaine. Le professeur fait ses débuts devant la caméra en 2010. Il est rapidement repéré par les grands médias. Il a commencé à se faire inviter dans les chaînes de télé généralistes pour les débats, parce qu'il faisait de l'audience. Voilà comment il est devenu très connu. Il a une telle capacité de conviction qu'il l'emportait systématiquement dans les débats, parce qu'il avait l'habitude de discuter, d'argumenter. Mais 2 ans après son entrée en politique, la réussite insolente du prof, animateur, devenu chef de parti, commence à irriter. Au Congrès, ses adversaires de droite dénoncent l'entreprise de communication Podemos. Moi, si vous venez me voir le samedi ou le dimanche, je suis habillé comme la plupart des députés de Podemos. Mais pour venir au Parlement, je mets une cravate, question de respect institutionnel. C'est une sorte de nouvelle politique, tandis que le message est si vieux, si vieux. Voilà pourquoi ils vont de l'action, du mouvement constant. Ils ne peuvent pas gérer des affaires. Donc on va les voir. Ils sont déjà dans les mairies de Madrid, de Barcelone, et tout ça qu'ils ont fait pendant 5 années, c'est de la propagande. Dans la salle de presse du Congrès, les journalistes aussi se font plus critiques. Depuis 3 ans, Francesco Manetto suit l'actualité de Podemos pour le quotidien de centre-gauche El País.
Pour lui, chez Iglesias, la forme prend le dessus sur le fond. Pablo Iglesias est très critiqué pour son côté tacticien. Il est trop stratège. On dit qu'il a tendance à adapter son discours en fonction des circonstances. La dimension esthétique est aussi très symbolique de leur message. Pour eux, c'est une manière de faire entrer la rue dans les institutions. Face aux critiques, Segundo González, le jeune député, garde son sourire et la fraîcheur de ses 27 ans. Il se défend de travailler son image. Est-ce que vous prenez un vélo parce qu'il y a la télévision, parce qu'on est là, parce que ça donne une bonne image? On fait toujours ça, moi je fais toujours, ça dépend de la personne. Hein. C'est pas tout le monde qui prend le vélo, mais il y a d'autres qui prennent le bus, d'autres qui prennent le métro, ça dépend de la personne. Le fait que tu sois député, ça change pas? Non, non, ça change pas parce que moi j'aime me déplacer comme ça, mais c'est bien. Ok, bye bye. Cette jeunesse qui les a propulsés au pouvoir est-elle en train de devenir leur principale faiblesse? Les Podemos demandent juste à pouvoir travailler avant d'être jugés. Et voilà pour cette enquête signée Baptiste Desmontiers et Soigny Thiebaud. Et on se retrouve ici dans le hall de l'université parisienne d'Assas, grande fac de droit et de sciences politiques. On se retrouve avec un professeur de sciences politiques, Gaël Brustier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre d'études de la vie politique européenne à Bruxelles. Prof de Sciences Po, on vient de le voir, ce sont des profs de Sciences Po qui sont à l'origine de ce mouvement Podemos en Espagne. Ce qu'on a surtout remarqué dans ce reportage de Baptiste Desmontiers, c'est le saut générationnel qui vient d'être fait. Ce sont des jeunes, des trentenaires qui sont en train de prendre une partie du pouvoir. Ce qui s'est passé depuis 5 ans en fait en Espagne, c'est l'irruption de la société dans la vie politique. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme mouvement en 2011, en mai 2011, qui a été le mouvement des indignés. Et Podemos, c'est une réponse politique, n'est pas la traduction politique des indignés, mais c'est une réponse politique aux questions posées par les indignés. Et ces réponses ont été données à la base par un groupe effectivement de chercheurs en sciences politiques qui ont une connaissance parfaite de tous les mécanismes et les processus sociaux, politiques, non seulement dans le monde, mais particulièrement évidemment en Espagne, puisque Pablo Iglesias, qu'on a vu à l'écran, est probablement l'un des meilleurs connaisseurs de la vie politique espagnole, de la carte électorale espagnole et surtout des idées qui s'y déploient et, j'allais dire, des impasses qui sont celles du système politique qui a vu le jour en 1978. Alors ils sont très pros, mais j'insiste, ils sont très jeunes. C'est à ça qu'on n'est pas habitué ailleurs en Europe, de voir une génération émerger si vite. C'est-à-dire que c'est une génération qui émerge très vite, d'une part parce qu'elle a été victime de la crise de plein fouet. Il faut rappeler qu'il y a quelques temps encore, il y avait 52% de chômage chez les jeunes. On était à 26% de chômage en Espagne. Ce sont des taux de chômage qui ont explosé en quelques années, qui sont passés de 8 à 26%. Donc c'est une société qui est traumatisée, avec une grande partie de sa jeunesse qui s'est exilée. Et donc Podemos incarne aussi le désespoir, ou plutôt les espoirs, c'est-à-dire qu'ils veulent donner l'assaut au ciel. Et Iglesias demande toujours aux Espagnols depuis quand n'avez-vous pas voté en espérant. Donc c'est de nouveau le pari sur l'espérance, le pari sur un avenir meilleur qui est fait par des gens qui sont des novices en politique. Novices, il faut relativiser les choses puisqu'on sait que Pablo Iglesias ou Íñigo Errejón ont déjà un passé militant dans les années 2000, notamment dans les forums sociaux mondiaux pour l'un. Alors la question qu'on se pose forcément et à l'heure où il y a des manifestations et un mouvement de jeunesse en France, c'est est-ce que ce qui s'est passé en Espagne peut arriver chez nous? En France, on n'est pas dans la même configuration. C'est-à-dire que les questions théoriques et la pratique de la gauche radicale espagnole telle que Podemos l'incarne n'est pas du tout celle que nous connaissons avec l'actuel front de gauche dans ses grandes variantes. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien au sein du front de gauche, ça veut dire qu'on n'en est pas au même degré ni de développement théorique, ni de développement pratique et que les réponses apportées aujourd'hui n'entrent pas en résonance avec les attentes des citoyens en France. La grande différence peut-être aussi, c'est que le chômage des jeunes en Espagne, c'était 50%. Chez nous, c'est énorme, mais c'est la moitié, 25%. Vous avez tout à fait raison de dire que la France n'a pas vécu ce qu'a vécu l'Espagne. C'est-à-dire qu'en Espagne, la crise a frappé les gens de manière extrêmement forte, extrêmement violente. Et que la réaction politique n'a pas été la même, avec
également une autre chose, c'est-à-dire que l'extrême droite en Espagne, depuis la fin du franquisme, au milieu des années 70, s'est intégrée au Parti populaire, c'est-à-dire celui de Aznar et de Rajoy, et que donc vous n'avez pas d'extrême droite populiste en Espagne qui puisse préempter la colère populaire. Donc ça laisse à d'autres voix, notamment progressistes, parce que Iglesias a fait il y a quelques jours de liberté, égalité et fraternité son projet politique, c'est pas vraiment celui de l'extrême droite, et que donc là ils ont quand même un boulevard pour exprimer une vision alternative dans la vie politique espagnole. La perspective d'aller vers une élection présidentielle en France l'année prochaine avec peut-être exactement les mêmes candidats qu'il y a 5 ans, voire les mêmes candidats qu'il y a 10 ans. Est-ce que vous ne croyez pas que ça pourrait faire naître quelque chose d'un petit peu révolutionnaire, justement, une envie de voir apparaître des beaucoup plus jeunes ? Les institutions sont faites de telle façon aujourd'hui qu'elles permettent très difficilement, compte tenu des conditions d'accès à la présidentielle, l'émergence d'un phénomène type Podemos. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas exister, mais le système institutionnel français de la Ve République tel qu'il a été révisé est un frein extrêmement important à la percée d'un mouvement du type Podemos. Il ne faut pas se le cacher. Merci beaucoup, Gaël Boursier, pour toutes ces explications. On peut signaler donc votre livre qui s'appelle « À demain, Gramsci », du nom d'un révolutionnaire italien. C'est le point sur la table. Et puis, puisque tout à l'heure on parlait des néo-ruraux, de ces jeunes qui, dans la Drôme par exemple, quittent les villes pour aller créer leurs emplois là-bas, je vous signale ce livre « Les néo-paysans » de Gaspard Dalins et Lucie Leclerc. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro à la rédaction en chef avec Joël Bruandé, Clément Castex et Samuel Humez. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, des paroles et des actes avec David Pujadas. On se retrouve dans 15 jours pour une émission consacrée aux réactions d'institutions comme l'Église catholique ou l'Éducation nationale.